Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter la leçon qui porte sur les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Mais avant, on doit préciser quelques concepts. On appelle un dipôle tout dispositif électrique possédant deux bornes de branchement. Pour connaître les propriétés et les caractéristiques d'un dipôle, on utilise ce qu'on appelle la datasheet. Par exemple, celle-ci est la datasheet d'une diode IN5391. Là, on présente par exemple l'aspect physique, certaines données. Parmi ces caractéristiques, on remarque qu'il y a un courant, donc la diode laisse passer un courant lorsqu'il est polarisé à l'envers, avant bien sûr claquage, et sa valeur c'est 5 microampères, donc c'est pratiquement zéro. Les dipôles électriques sont en général classés sous deux catégories, deux grandes catégories. Il y a les dipôles actifs et les dipôles passifs. Les dipôles actifs, nous allons admettre qu'il s'agit tout simplement de générateurs, c'est-à-dire source de l'énergie électrique, alors que tous les autres dipôles sont considérés comme étant passifs. Il est clair que dans notre convention, un dipôle est dit actif lorsqu'il produit de l'énergie électrique sans en avoir reçu au préalable. Les récepteurs reçoivent de l'énergie électrique et peuvent éventuellement la transformer en une autre forme d'énergie en plus de la chaleur. Permettez-moi de remarquer que dans pas mal de publications, la définition du mot passif-actif n'est pas celle qu'on vient de dire. Pour ces gens-là, un dipôle électrique reçoit de l'énergie. S'il ne la convertit qu'en chaleur, alors pour eux, c'est un dipôle passif. Et s'il la convertit en une énergie autre que thermique, alors pour eux, c'est un dipôle actif. Mais ce ne sont pas les définitions qu'on adopte dans la leçon. Dans notre leçon, les seuls dipôles actifs, ce sont les générateurs, c'est-à-dire les dispositifs qui produisent de l'énergie électrique à partir, bien sûr, d'une autre forme d'énergie. Et quels sont les dipôles passifs qu'on va traiter? Les voici. On va travailler avec une varistance, une photorésistance, une thermistance, quelques types de diodes et la lampe à incandescence. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le mot caractéristique n'est pas limité au courant tension, mais en ce qui nous concerne, nous allons nous limiter à ces deux grandeurs physiques et chercher la relation entre les deux. Quand on trouve la courbe qui représente la variation de I en fonction de U ou bien de U en fonction de I, alors dans ce cas, on dit qu'on a la caractéristique du dipôle étudié. D'accord, mais en quoi une caractéristique est-elle utile? Dans une caractéristique, on présente les limites de fonctionnement du dipôle. Ainsi, pour un technicien, il peut choisir le dipôle convenable pour son projet, rien qu'en jetant un coup d'œil sur la caractéristique. Pour tracer une caractéristique, on peut réaliser le montage suivant. On dispose d'un générateur et d'un rhéostat. On peut ajuster la tension appliquée au dipôle passif D en déplaçant le curseur comme est-ce qu'on l'avait déjà vu dans la leçon de la résistance. Le voltmètre mesure la DDP entre les bornes du dipôle et l'ampèremètre mesure le courant qui le traverse. Si jamais on disposait d'un générateur à tension réglable, on peut l'utiliser directement au lieu de faire varier la tension à l'aide d'un rhéostat. On note dans un tableau les valeurs de la tension et ceux de l'intensité du courant, puis on trace la courbe I en fonction de U ou bien U en fonction de I. Avant de passer à la suite de la leçon, j'aimerais bien attirer l'attention aux deux conventions qu'on avait déjà discutées. Lorsque le courant est représenté par une flèche avec le même de sens opposé à celui de la tension, on dit qu'on travaille dans la convention récepteur. Si c'est le contraire, on dit qu'on travaille dans la convention générateur. Pour les dipôles passifs, on utilise souvent la convention récepteur. De plus, à côté de chaque courbe, on doit représenter la convention utilisée. Passons maintenant à la discussion de certaines caractéristiques de certains dipôles passifs. Et nous allons commencer par celle de la résistance qu'on connaît déjà. Considérons un conducteur ohmique
dont on fait varier la tension UAB entre ces bornes et on mesure le courant IAB. La caractéristique donc, on l'avait déjà vu, c'est une droite qui passe par l'origine. Ceci veut dire que le courant est nul, enfin la tension est nulle aux bornes de la résistance tant que le courant qui la traverse est nul. Donc la résistance ne peut pas produire de la tension, donc c'est un dipôle passif. Comme convenu, on doit toujours représenter le schéma près de la caractéristique pour mieux comprendre. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on inverse la polarisation de la résistance? C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la tension UAB, on inverse les pôles et on parlera de la tension UBA. On est contraint d'inverser le courant parce qu'on a choisi de travailler dans la convention récepteur. Il suffit, pour retrouver la caractéristique dans ce cas, de remplacer IAB par moins IAB, IBA. De même, la tension UAB doit être remplacée par moins UAB qui doit se trouver en bas et qui va représenter la tension UBA. Pour cela, il suffit bien sûr d'inverser les axes. Ainsi, j'ai ici IBA et là, j'ai la tension UBA. Vous remarquez que la ligne droite est continue, donc on dit que la caractéristique est symétrique par rapport à l'origine. Ceci va valoir la désignation symétrique au résistor. N'oublions pas de mentionner que ce cadran du plan est gouverné par la convention ici représentée. Pour l'échelle, ici j'ai 3 cm pour 1 mA et 1 cm pour 0,5 volts. Pour déterminer la valeur de la résistance, j'ai choisi deux points, dont l'origine. C'est plus facile puisque la courbe passe, la droite passe par l'origine. Sachant que par définition, le coefficient directeur de la droite est R, défini par delta U sur delta I. Delta U, c'est la variation de U entre les deux points choisis, c'est-à-dire 2 et la variation delta I est bien sûr celle de l'abscisse des deux points choisis, c'est 1 mA, donc c'est 10-3, et 2, ce qui nous donne la valeur de kOhm. Par exemple, prenons ce circuit. Le fait que la résistance soit symétrique veut dire tout simplement que si je monte par exemple cette résistance comme ça, ou bien comme cela, ceci ne va rien changer dans le fonctionnement du circuit électrique. Passons maintenant à une résistance, ou bien un résistor tout particulier, dont la valeur de la résistance varie en fonction de la tension qui lui est appliquée. Donc, voici le symbole de telle résistance, et voici l'aspect de la caractéristique d'une varistance. On peut remarquer que c'est comme une racine carrée, c'est comme une racine d'ordre 3, ou bien racine d'ordre n, de la tension. Bien sûr moduler un certain facteur. Bien sûr, cette formule est hors sujet. C'est une caractéristique symétrique par rapport à l'origine. Elle passe par l'origine, donc une varistance n'est pas un dipôle actif. Et bien sûr, lorsque le courant augmente, la valeur de la résistance diminue. Pour voir ça, simplifions un petit peu le schéma. Et nous allons utiliser la formule R est égale à delta U sur delta I. Autrement dit, si je cherche un comportement résistif, cela signifie que j'ai une partie d'une droite quelque part. Au voisinage de 20 mA, je vais choisir deux points voisins, le premier et le deuxième, et je vais calculer delta U sur delta I au voisinage de 20 mA. C'est comme si j'ai imaginé une partie rectiligne et dans laquelle la résistance, enfin le varistor, possède une résistance donnée que je vais noter R1. Alors la droite 1, lorsqu'elle est vraiment confondue avec la courbe, dans notre échelle, 1 mm horizontal, il correspond à 2
mm et 1 mm vertical correspond à 0,2 volts. Donc, ce qui fait que la valeur ici au voisinage de 20 mm, la varistance possède une résistance en moyenne à peu près égale à 100 ohms. Pour une intensité de courant plus importante et au voisinage de 48 mA, la droite ici en vert est moins inclinée que celle en vert foncé. Donc, on peut calculer R2 en utilisant delta U, sur le schéma c'est 1 cm, divisé par delta I sur le schéma c'est 2 mm, pardon, 1 mm, 2 mm. Le calcul me donnera le coefficient directeur de la droite ou bien la résistance moyenne au voisinage de 48. Alors, on a vu que c'est au début, c'était 100 ohms, mais à 48 mA, c'est devenu 50 ohms. Lorsque la caractéristique est concave dans une zone, bien sûr une zone, alors automatiquement, la résistance diminue. Et lorsqu'elle est convexe, l'effet résistif ou bien la résistance augmente. Pour la partie négative, il faut penser, même si cette partie est convexe, mais en considérant ceci comme étant positif et cela comme étant positif, je retrouverai la partie positive sur laquelle on avait discuté et ça sera une fonction qui est concave. Passons maintenant à un autre dipôle, la résistance photoélectrique ou tout simplement photorésistance. Voici l'un de ses aspects et voici son symbole. Ici, nous présentons un réseau de caractéristiques formé par deux courbes. On remarque que pour un éclairage faible, la résistance est plus importante que lorsque la photorésistance est fortement éclairée. Pour chacune des caractéristiques, c'est une droite qui passe par l'origine et la droite est symétrique. Ceci veut dire que peu importe le sens de branchement du dipôle dans le circuit, il fonctionnera de la même manière. Pour ne pas passer rapidement sur le sujet, permettez-moi de faire un petit hors-sujet. Considérons une source de lumière. Elle est en train d'envoyer des radiations lumineuses partout dans l'espace. On parle alors d'un flux lumineux mesuré en lumens. Considérons une surface éclairée dans cette direction. On parle d'un éclairement mesuré en lux. L'œil perçoit ce qu'on appelle la luminance, exprimée en candela par mètre carré. À l'aide d'une photorésistance, on peut fabriquer un capteur qui mesure l'éclairement. Voici quelques exemples. Dans une chambre, l'éclairement est entre 100 et 200 lux et pour une journée assez ensoleillée, c'est 5, 10 à la puissance 4 lux. Passons maintenant à la thermistance. On présente là aussi un réseau de caractéristiques. On a choisi la CTN, pas pour quelconque raison, mais juste comme exemple. On constate que pour la température 10 degrés, la pente de la caractéristique est plus importante que celle tracée pour ou bien sous 20 degrés C et qui est plus importante que celle tracée sous 40 degrés C. À une température donnée, la caractéristique est une droite qui passe par l'origine, donc la CTN est un dipôle passif symétrique puisque la droite elle aussi est symétrique par rapport à l'origine. Considérons une lampe à incandescence en verre, on présente ici la caractéristique, on constate qu'elle est symétrique passant par le centre. Donc, peu importe le sens de branchement de la lampe, elle se comportera toujours de la même manière. De plus, c'est un dipôle passif. Dans le premier cadran, on constate que la courbe est convexe, donc la résistance augmente lorsque la tension augmente. Ceci s'explique par l'augmentation de la température du fil incandescent, qui s'accompagne par une augmentation de résistance. Passons maintenant à la discussion d'une caractéristique
d'une diode à jonction ou bien une diode dite bipolaire. Que ce soit une diode bipolaire ou une diode électroluminescente, elle possède des caractéristiques ayant la même allure. Lorsque la diode est branchée en direct, le courant n'est différent de zéro que lorsque la tension arrive à une tension US appelée tension seuil, à partir de laquelle la courbe va commencer à augmenter, c'est-à-dire le courant va prendre de l'ampleur, à ne pas dépasser une intensité de courant I dite FM ou bien IDM, c'est-à-dire forward ou bien direct maximal. Au-deçà de ce courant, la diode fonctionne normalement, mais au-delà, elle se détériore. Lorsqu'elle est polarisée en inverse, la diode est bloquée, c'est-à-dire on n'arrive pas à avoir un courant non nul. Jusqu'à une tension reverse maximale, ou bien une tension de branchement inverse maximale, la diode s'endommage, ou bien elle devient conductrice en perdant sa capacité de bloquer le courant. On constate dans ce cas que la courbe n'est pas symétrique et elle passe par l'origine. Le fait qu'elle ne soit pas symétrique, ça veut dire que le sens du branchement ou bien le sens de la polarisation de la diode influence son comportement et que c'est un dipôle passif. La diode Zener, lorsqu'elle est branchée en direct, se comporte comme la diode bipolaire ordinaire. Mais une fois il est branché à l'envers, il devient conductrice sans se détériorer, sans s'endommager, avec une tension pratiquement fixe qu'on appelle UZ, la tension Zener. Considérons un dipôle qui ne peut fonctionner normalement que sous 7 volts. Disons qu'on dispose d'un générateur de 12 volts. On cherchera alors une diode Zener telle que UZ est égale 7 volts. Puis on la branche en parallèle avec notre dipôle. La tension alors entre les bornes du dipôle sera UZ égale 7 volts lorsqu'on branche le générateur de 12 volts. Le supplément d'énergie sera dissipé dans la diode Zener. Ainsi, on a réalisé une régulation de la tension de telle manière, si j'ai une fluctuation ou bien une variation de cette tension, le dipôle D ne verra toujours que 7 volts. Ici, on présente certains modèles simplifiés des diodes ou bien des caractéristiques de diodes. La caractéristique de la diode idéale ne possède ni tension de claquage ni tension seuil. La diode idéale avec une tension seuil, donc lorsqu'elle est polarisée en direct, la tension entre ces bornes est toujours égale à US, la diode qui possède une caractéristique résistive, la diode Zener idéale, sans tension seuil, qui ne possède que la tension Zener, et bien sûr la diode Zener avec tension seuil. Ces modèles simplifiés sont là juste pour nous simplifier le travail au niveau pratique. Il y a différentes tensions seuil, c'est pas 0,6 et c'est pas toujours 0,7 pour le silicium et le germanium. La technologie a beaucoup évolué. Il y a les diodes laser, il y a les diodes électroluminescentes, par exemple. En voici certaines avec leur tension seuil. Sur ceci, on se quitte.